Hier, un ami me met sur Instagram ce bureau qu'on a l'impression de connaître par cœur. Mais tout ce qu'on voyait, c'était ça, le petit coin de travail, vu à peu près comme là où je mets mon pied. Après, je me suis dit, c'est vrai ce qu'il dit, ils doivent en avoir marre. On voit toujours le même angle, on voit toujours la même chose. On voit pas le bazar qu'il y a de côté. Ça, c'est la barquette avec les papiers en retard pour l'administration. Là, il va être temps lundi de s'y coller. Quand je fais une perf, quand je fais une lecture, j'amène toujours mon propre micro. Et à Cergy, en atelier d'écriture, je préfère utiliser ceux-là. C'est des vieux Sennheiser. Il y en a un qui date de 72. C'est celui-ci, la prise. C'est plus les prises XLR d'aujourd'hui. C'est mon préféré. Ça, c'est mes lectures à moi. C'est des trucs qui étaient faits uniquement pour la télévision. Ils sont directionnels, ils sont blindés, ils sont hyper lourds. Mais la qualité, c'est vraiment une qualité pour la voix, pas pour les machins, pour les karaokés. Comme... J'ai les trucs pour les prochains services de presse. Oh, bah, j'ai pas l'intention d'arrêter, bien sûr, mais faut pas non plus que ça devienne monotone. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans qui m'en envoie. En général, j'attends qu'il y en ait 7. 7, on peut quand même partir en impro. Mais avec ces carnets, c'est plus de risques. Plus moi direct et vous. Là, en ce moment, j'ai plus envie d'essayer ça. Qu'est-ce qu'on voit pas? Ah ouais, on voit pas ce dont je me sers pas. Des fois, c'est un peu de culpabilité. J'aime bien le monopode parce que on le règle comme on veut, on est mobile, mais on est toujours en prise directe corps-outil. Il faut que je le tienne, ça démultiplie. Il y a quelques temps, j'avais acheté ça. C'est génial, c'est Manfrotto aussi. On débloque juste cette vis, et à partir du moment où cette vis est débloquée, on peut orienter ça tout ce qu'on veut, y compris mettre l'appareil vertical. Je me disais que j'allais pas mal m'en servir pour travailler sur des intérieurs de bouquins. Là, mon Charles Schiller, Michel Journiac, Giacomelli. J'aime bien passer du temps avec mes livres d'images. Ce petit pupitre, au départ, c'était m'installer avec juste l'ordi portable, et avec l'ordi portable, alterner des travail debout et puis travail à la table. Dans l'idéal, j'aimerais toujours le faire, mais si on regarde l'ordi, il y a le disque dur, il y a le gros moniteur. Chaque fois que je reviens, il y a tout remettre en charge. Les batteries de l'appareil photo, la petite enceinte pour les chambres d'hôtel, le téléphone, l'iPad, etc. Résultat, puis je me sers quand même, quand je suis à la maison, j'aime bien brancher le grand moniteur. C'est là-dessus que je fais le montage vidéo. Donc le dispositif ordi plus moniteur fait que globalement, je suis plus à la table que sur le pupitre. J'ai toujours de l'affection pour mon petit pied, c'est toujours du Manfrotto. Paradoxalement, il est plus léger que le monopode que je viens d'acheter. Et évidemment plus stable, parce que le monopode, il y a toujours, même quand on le laisse, quand on l'abandonne à lui-même, il peut toujours y avoir ça. Mais cette liberté par rapport au psychologique, par rapport au trépied, tripode fixe, là en ce moment dans la tête, ce qu'il y a, c'est que dans... Alors zut, il y a encore presque un mois et demi à tenir. Je l'aime ce mois, il va y avoir plein de trucs. Finir l'année à l'école d'art, c'est comme fabriquer une espèce de... Ouais, d'aboutissement, de préparer un au revoir. Il y a les diplômes qu'on aide à préparer, il y a les concours d'entrée. Ça, la semaine prochaine, je ne vais pas m'appartenir, ça va être 3 jours avec 20 minutes par candidat à 3 profs. Changer aussi, on change la composition des jurys. C'est assez grave parce que on a 20 minutes pour décider de choses qui vont concerner une bonne partie du parcours de ces jeunes qu'on reçoit. Mais on le vit dans cette gravité, on le vit comme un rendez-vous d'orientation. Je pense que globalement, on n'en loupe pas beaucoup. Et là, je me suis régalé cette année avec les premières années comme la première fois depuis 5 ans. Il y a aussi cette fête de l'écriture qu'on va faire à Argenteuil, ça je vais en reparler pas mal. On sera 7 auteurs, on va faire des lectures, des perfs, et on veut que ce soit ouvert aux fanzines, aux revues, qui est micro-ouvert pour ceux qui veulent venir lire ou performer. Samedi 23 juin, 15h-19h, c'est un quart d'heure de Saint-Lazare, on en reparle. Mais juste après, il y a départ pour Los Angeles et San Francisco. Quand je repars en Californie, ça va faire la 4e fois, il y a toujours l'impression aussi d'avoir rendez-vous avec la matérialité du web.
d'avoir rendez-vous avec le moteur, la mécanique même de ces outils qu'on utilise, pourquoi, comment, d'être dans un lieu où ce truc-là a légitimité et a son énergie de recherche. On y va pour prendre de l'énergie. Alors évidemment, dans la tête, il y a même qu'est-ce que je mets dans mon sac, c'est quoi le matos que j'embarque. Et j'ai décidé que cet été, si j'aurais quand même Lovecraft, parce que ça c'est du boulot de fond, mais je veux vraiment faire l'aventure vidéo. Plus de papier, plus de carnet, je sais même pas si j'emmène des livres. De toute façon, j'en ai dans l'iPad, etc. Alors évidemment, le bureau, aussi, le paradoxe, c'est que quand j'y suis, je le range. Et quand je reviens en fin de semaine, il n'est pas spécialement rangé. Là, il y a des bolagnos, parce que mercredi, c'est avec ça qu'on a travaillé à Cergy, en atelier d'écriture, à partir de ces trucs appels téléphoniques. Comment, en se concentrant sur des schémas d'appels téléphoniques, on peut arriver à refabriquer une fiction liée à ce statut de la parole dans la communauté. Ça a super marché. Hier, vendredi, j'étais à Argenteuil. Alors, ce que je rapporte, c'est les textes des ateliers d'écriture. Ça, c'est toute une année scolaire de textes que je retranscris à l'ordi ensuite. Et puis hier soir, d'abord sur Facebook, évidemment, et puis aussitôt j'étais vérifié sur le site du Monde la mort de Gérard Genette. Alors, en rentrant, j'étais en chercher 2 dans le garage parmi les autres. Figure 3, cette question de paratexte. Le premier qui nous a ouvert à tout ce qui se passait autour du texte. Mais aujourd'hui, quand Kenneth Goldsmith il dit le contexte est devenu le nouveau contenu, c'est Genette qui nous a ouvert à ça. De la même façon que ce type, dans Palimpseste en particulier, vous savez, il s'attelle au rapport entre Flaubert et Proust. Comment Proust lisait Flaubert. Et à partir de ce dépli, il redéplie Flaubert, il redéplie Proust. Et dans cette perspective des 2 œuvres éclatées, rouage après rouage, eh ben, vous avez comment soi-même, non pas qu'on écrit, comment soi-même on accède à l'écriture. Et ça, quand ça nous est arrivé dans les années 80, quel bonheur, quelle importance. Je ressors ma vieille Gibson aussi, ça c'est la joie du week-end. C'est les exercices solitaires, ce qui tient du repli affectif. Puis c'est pareil, en Californie, je vais pas l'emmener, mais j'irai voir les boutiques. J'ai toujours eu une espèce de pulsion à aller regarder les instruments de musique, à en rêver. Hier soir, un message sur mon Facebook. Le gars signe Guillaume, je vous donne pas son nom, c'est un gars qui écrit Bonjour Monsieur Bon. Bon, déjà ça veut dire qu'on se connaît pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent Monsieur Bon. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis toujours votre chaîne YouTube avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Première question. Ces histoires de YouTube, ça bouffe énormément en temps de montage, en préparation mentale. Est-ce que c'est justifié de déménager de l'écrit pour s'installer aussi complètement dans ce support flou, encore confidentiel pour la littérature, et prouver qu'il y a quelque chose qui pousse dans le dos, une nécessité. Puis à 65 balais, après 35 ans d'écriture, cotisation à la GSA, se dire qu'après tout, si je passe 1 an ou 2 à ça, avant de revenir à d'autres choses, c'est pas si grave, on peut bien se faire plaisir un peu, non? La nette, c'est 65 balais. J'aimerais, si vous le permettez, vous suggérer de faire une vidéo sur les incontournables à lire, selon vous. En effet, je suis un total autodidacte, j'admets ne jamais avoir lu de Julien Gracq et Michel Simon. Bon, alors effectivement, dans mes vidéos, si on ne sait pas qu'il y a 2 Simon, un qui s'appelle Saint, duc de Saint-Simon, non, il s'appelait même pas Claude, c'est l'autre, Claude Simon, qui était pas duc, mais vivait place Monge, et puis à Sals, près de Perpignan. Bah, là, il y a peut-être un boulot volontaire à faire. Mais après, pourquoi il n'y a pas de vidéo sur les incontournables? Parce que c'est un petit peu la mode en ce moment sur les blogs, sur justement les YouTube, les 10 incontournables pour votre été, etc. etc. J'ai jamais marché là. Moi, je sais pas. L'édition de minuit, là, je vois ce rayon là derrière.
Il y a Claude Simon, il y a Beckett, il y a Robert Pinger, il y a Coltès. Je ne sais pas ce qui serait incontournable. Je pense que chacun se décide ses incontournables. Il y a une solidification, c'est ce qu'on fait, j'allais dire, à longueur d'année avec nos étudiants. C'est-à-dire, moi, mon boulot, c'est de proposer une rationalité dans le parcours, dans les repères, dans les arborescences. Mais après, le chemin est singulier. Alors, oui, lui-même, déjà, quelque chose qui émerge. On correspondait avec Dominique Perrin, une femme dont je ne sais rien d'autre, sinon qu'elle a publié chez Classique Garnier de Louis Poirier à Julien Gracq. Première fois qu'on a un essai biographique qui recontextualise Gracq dans son chemin d'écriture. Il y en a 700 pages. Je vous assure qu'on ne peut pas avancer dans ce genre de bio quand c'est bien fait, sans avoir envie à chaque fois d'aller voir merde, ça j'avais pas pigé ça dans le château d'Argol. Ah, ça, il y avait ça dans Littérature à l'estomac, je l'avais un peu loupé, j'étais passé à côté. Et c'est marrant parce que 700 pages sur Julien Gracq, un boulot de fond, et là l'échange c'était mais comment on peut avoir aussi peu de retours de critiques littéraires? Peut-être que là justement on fait notre job de site de blog. Je dois avouer que je suis plus cinéphile que bibliophile. Est-ce qu'on est bibliophile parce qu'il y a des bouquins auxquels on tient? Est-ce qu'il y a besoin d'être cinéphile pour faire du YouTube, par exemple? Non, puisqu'on réinvente, on va chercher notre propre histoire du cinéma à travers ces petits modes de caméra miniature et puis de rapport au journal même intime qu'on peut en faire. Jonas Mekas, Robert Kramer, que j'ai connu, Alain Cavalier. J'ai comme l'impression que le temps ou l'assurance me manque pour tout faire. Ça, c'est tout le monde. J'aurais aussi voulu vous poser une question que vous pourrez, si vous le voulez, exploiter dans une de vos vidéos. Waouh! C'est bizarre parce qu'aux US et ailleurs, la question ce qu'ils appellent Q&A, questionner, on vous répond, avec des questions qui s'envoient sur Twitter, ou tout ce qui se développe avec des vidéos en direct. J'hésite, là, cette vidéo, on aurait pu la faire en direct, plutôt que de s'embêter au montage. Mais exploiter, j'aime pas trop, quand même. C'est des questions auxquelles on répond là, où on installe un dialogue, à condition que ce soit des questions qu'on se pose pour soi-même. Si demain, l'édition devient exclusivement numérique par de l'auto-édition et de l'impression à la demande, comment reconnaîtra-t-on les grands auteurs parmi cette cacophonie littéraire? Et ça, ouais, j'avais envie d'y répondre. Pourquoi, dans le raisonnement, dire si l'édition devient exclusivement numérique? Pourquoi vouloir de l'exclusivement? Ben oui, il y a des coexistences, il n'y a pas la télévision qui serait devenue exclusivement par rapport à la radio, il n'y a pas le train qui est devenu exclusivement par rapport au cheval. Les transitions, c'est ça qui est important, y compris dans l'histoire du livre, les superpositions du rouleau et du codex, les superpositions du manuscrit et de l'imprimé, des juxtapositions, des superpositions, et le droit, pour quelques-uns, dont je suis, très humblement, sans en faire un modèle, sans en faire quoi que ce soit, de dire « j'installe mon campement, préférablement, dans le numérique ». J'installe mon campement dans cet endroit d'un millefeuille superposé. Et justement, je fais de l'impression à la demande, c'est-à-dire que je reprends ma propre liberté de choisir ce que je veux publier, sans l'aval vertical d'un éditeur qui va dire « ah ben non, ça, on n'arrivera pas à le vendre, ah ben non, ça, les gens, etc. » Dans ces temps de tâtonnement, la possibilité que les laboratoires se multiplient. Des micro-jardins. J'aime beaucoup me balader en ce moment, c'est la période extraordinaire pour ça. Dans ces jardins ouvriers, j'habite à Tours. Il y a une histoire bizarre, un endroit qui s'appelle l'île Noire. On est au bord de la Loire, c'est des zones inondables, des zones très rarement inondées, mais qui n'ont jamais évidemment pu être vendues ni rien. À la fin de la guerre 14-18, beaucoup de survivants sénégalais en particulier, on ne leur a pas donné, en récompense de 4 ans de massacre, la possibilité matérielle de rentrer chez eux. Alors ils sont installés pendant plusieurs années, là, au bord de la Loire, dans une espèce de campement indéfini. Alors depuis, ce truc s'appelle Île Noire. C'est des tout petits jardins ouvriers
des toutes petites parcelles, chacun qui devient une sorte de monde en miniature, mais un monde qui produit, qui s'affirme, un monde qui crée, qui cherche. Il n'y a pas d'obligation à ce que tout le monde ait des pommes de terre. En ce moment, ces tout petits micro-modèles de proximité, je crois qu'on est beaucoup à y réfléchir pour nos propres pratiques d'écriture et ce qui se passe de un à un dans ce qui s'élabore d'un nouveau tissu. Là, on n'a pas encore fait le deuil de la grande verticalité prescriptive. C'est ça qui m'écrit Guillaume. Comment reconnaîtra-t-on les grands auteurs parmi cette cacophonie littéraire? Est-ce qu'un Victor Hugo serait reconnu comme il l'a été de son temps en publiant sur Kindle aujourd'hui? Comment Victor Hugo a été reconnu? Peut-être plus par les textes politiques, plus par une fonction sociale de la poésie qui n'avait rien à voir à ce moment-là. Baudelaire, c'est le dernier best-seller poétique, mais à titre posthume. Mais dans cette cacophonie, qui est-ce qu'on a, nous, dans nos étagères? Victor Hugo, je l'ai dans la pièce à côté, je crois même pas en avoir ici. Si, chez son William Shakespeare, là-haut. Mais Rimbaud et Lautréamont, Saison en enfer, c'est les œuvres complètes de Rimbaud. C'est André Breton qui les publie en 1925. Il entre dans les programmes scolaires en 1952. Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Quand est-ce qu'on retrouve à Bruxelles les 400 exemplaires de l'édition originale des Chants de Maldoror qu'il n'avait même pas pu payer, donc c'était resté dans une cave du type qui les lui avait imprimés moyennant finance. Donc réfléchissons, cette histoire de reconnaissance, ce qui constitue la littérature, s'établit toujours de façon rétrospective. C'est pour ça que pour moi, il y a cette lecture qui est indispensable. Jules Huret, Enquête sur l'évolution littéraire. C'était plus disponible. Donc j'en ai refait une édition tiers-livre. Vous pouvez la commander sur mon site. Je vous assure qu'il n'y a pas une personne qui l'achète une fois tous les 15 jours. Pourtant, je suis vachement fier d'avoir bossé tout ce truc, retranscrit d'après mon édition d'occasion. Jules Huret, en 1890, interviewe 90 auteurs de son temps, dont Huysmans, dont Zola, dont Mallarmé. Et de quoi nous, aujourd'hui, en 2018, à 120 ans de distance, on se souvient de ces 90 noms qui structuraient l'espace littéraire. Et pourtant, tous parlent d'écriture. Tous sont impliqués corps et âme, bien plus que nous, on saurait le faire dans leur boulot. Il y a même les mages, Papus. Lisez Enquête sur l'évolution littéraire. Alors à ce moment-là, peut-être, on peut avoir un peu plus de courage pour avancer dans ce qui se nomme la cacophonie. Mais la cacophonie, est-ce que justement par le web, elle n'est pas capable d'inventer en même temps les outils qui l'organisent? C'est-à-dire, oui, là j'ai plusieurs messages. Tenez, ce fabuleux petit livre Clonk, chez Louise Botu, j'en ai parlé plein de fois, et je continuerai, il faut lire ce petit bouquin. Le gars, il envoie des messages sur Facebook, mais pourquoi j'ai aucun article dans la presse? Pourquoi je peux dénombrer sur les 10 doigts de mes 4 mains les librairies qui ont mon bouquin sur une table? On est dans ce truc-là, c'est-à-dire que c'est nos outils malgré, contre la cacophonie, c'est à nous de prendre la parole, à nous d'utiliser des outils comme Babelio, à nous de faire nos petits blogs chacun, et d'aller voir chez les blogs voisins. C'est là où il se passe quelque chose capable de la contrer, cette cacophonie. Quand on entre dans un relais de gare, il n'y a pas la cacophonie. Le risque n'est-il pas que les grands auteurs soient alors résumés aux plus vendus, aux plus vendeurs? Peut-être est-ce déjà le cas dans l'édition traditionnelle. Il suffit de traverser un relais de gare, ou même d'entrer dans les belles librairies de ville ou dans la moindre Fnac, avec la gondole verticale que l'éditeur rémunère à la Fnac pour avoir le droit d'être sur la gondole verticale et pas en pile sur les tables. Existe-t-il de vrais chefs-d'œuvre littéraires publiés sur Amazon ou d'autres plateformes numériques selon vous? Ça me rappelle un truc qu'on avait fait à la BNF il y a 4-5 ans maintenant. C'est un grand mandarin du Collège de France, il s'appelle Antoine Compagnon. Jusque-là, j'avais plutôt du respect pour ce bonhomme-là. Il a commencé son speech en disant s'il y avait dans l'univers des blogs un nouveau Marcel Proust, on le saurait.
Ben non, Marcel Proust, il commence d'écrire La recherche du temps perdu quand il a 37 ans. Il meurt à 52 ans de façon volontaire, hein. C'est-à-dire il refuse de se soigner, alors qu'il sait très bien que son livre, il y a encore le dernier petit quart à mettre au point. Et regardez quand Beckett, en 1935, fait un essai sur Marcel Proust. Il n'y a personne qui lit Marcel Proust comme Beckett. Par contre, quand Deleuze, en 1954, lui s'attellera à relire Marcel Proust, lui il saura pourquoi Beckett, 11 ans après la mort de Marcel Proust, en 1934, a réussi, lui, à voir le destin promis à cette œuvre. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs-d'œuvre actuellement sur Kindle. C'est pas sur Kindle que je les chercherai. Sur les Kindle, moi je lis mes polars ou je rachète des bouquins qui me sont des utilitaires. J'aime bien avoir sur l'ordi ou pour projeter en cours des tas de versions. Donc ouais, je claque du blé dans ma bibliothèque numérique. Mais, oui, le chef-d'œuvre, c'est nous. C'est nous la grande œuvre. C'est nos blogs. C'est l'écosystème où on n'est plus en l'attente du grand auteur, mais que chacun, quand il ouvre sa chaîne YouTube, ou chacun, quand il ouvre, comme autrefois, nos espaces NetVibes, ou quand je me dis le dimanche matin, tiens, je me fais mon heure de blog, Arnaud Mazetti, Chevillard, et puis ensuite, j'ai ma petite page de lien cachée, rien qu'à moi, et puis je fais mon tour, je vais voir Karl Dubo. Karl, à Yokohama, il a repris, a posté, c'est fabuleux. Eh ben, la grande œuvre, ouais. Guillaume, vous connaissez le blog de Karl Dubost? Essayez la-grange, Grange.net. Lagrange, Karl, K-A-R-L. Vous verrez s'il n'y en a pas des chefs-d'œuvre élaborés en 20 ans sur le web et le numérique. Vive la cacophonie. C'est elle qui nous laisse grandir. Excusez, faut que j'aille Gibsonner.